Bonjour mes jeunes amis. Aujourd'hui un strip track très particulier puisque nous sommes allés à la rencontre d'Émile Bravo pour son nouveau tome de Spirou d'auteur. Alors attention, un petit rappel des faits. Quand nous parlons de Spirou, il ne s'agit pas de l'hebdomadaire bien connu, ni des aventures de Spirou et Fantasio, la série mère dont les tenants du titre sont actuellement Johan et Vellman, mais de la collection d'auteurs commencée en 2008, accueillant des grands noms de la bande dessinée franco-belge comme Trondheim, Franck Le Gall, Franck P, Tarin, Schwartz et bien d'autres. Émile Bravo avait déjà sorti un premier tome en 2008 et il nous revient pour de nouvelles aventures dont nous parlons aujourd'hui. Émile Bravo, bonjour. Bonjour. Donc quand on propose de faire un Spirou d'auteur, un Spirou part, comment est-ce qu'on perçoit cette idée-là quand on accepte de le faire? Quelles sont les premières idées qui viennent en tête? D'abord, on est surpris, puis après, tout de suite, moi, je l'ai entendu comme ça. Personnellement, c'est quand on me dit est-ce que ça t'intéresserait de faire ton Spirou parce qu'on crée une collection d'auteurs où chacun, donc il ne s'agit pas de suivre le cahier des charges de la série mère, sinon de faire quelque chose donc, de personnel. Tout de suite, moi, ce que je comprends, c'est que c'est pas à moi d'aller dans l'univers de Spirou, mais d'amener Spirou dans mon univers. Et moi, en fait, tout ce que je fais, c'est en relation avec mon enfance. Donc, je me suis dit, s'il y avait moyen de faire un Spirou où en fait, l'adulte que je suis pouvait raconter à l'enfant que j'étais, répondre à tous ces questionnements sur ce personnage. Qui était ce personnage? Pourquoi il était habillé en groom alors qu'on ne voit jamais d'hôtel dans les aventures de Spirou et Fantasio? Qui est Fantasio? Comment ça se fait qu'ils sont copains? Quand on lit Tintin, quand on est gamin et on lit Tintin, on voit tous les héros, tous les amis de Tintin, on les voit arriver au fur et à mesure des albums, donc on comprend la nature de leur amitié. Mais en ce qui concerne Spirou et Fantasio, on ne savait pas, quoi. Donc je me suis dit, ça aussi, ça doit être marrant à raconter. C'est un personnage créé en 1938, qui est juste une mascotte, qui ne vivait pas vraiment d'aventure. Dans les premiers Spirou d'avant-guerre, on voit c'est juste un personnage qui anime un peu le journal, qui fait genre un petit gag d'une page, mais bon, un peu potache, pas très intéressant. Et après, en 1946, sous la plume de Franquin, on a vraiment déjà des aventures avec un personnage qui a une conscience, on a l'impression qu'il s'est construit. C'est pas du tout le même petit personnage des débuts. La genèse se passe là. Qu'est-ce qui se passe entre 1938 et 1946? Il y a la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, c'était assez logique, étant donné que je pense que l'être humain n'avance que par traumatisme. Je me suis dit, peut-être que ce personnage, il s'est construit justement pendant ce traumatisme qui a été la Seconde Guerre mondiale, et il s'est éveillé, en fait, et il a pris cette conscience du monde pendant ces moments terribles. Ces années-là, en fait, moi, je m'y intéresse depuis très très longtemps. Donc, je sais pas du tout, j'ai pas eu besoin de vraiment. Je me suis quand même documenté pour le dernier album parce que on parle de l'occupation en Belgique qui était différente de l'occupation en France, par exemple. Mais sinon, à part ça, c'est des années. Moi, j'ai l'impression d'avoir grandi avec ces années-là parce que j'ai des parents qui étaient très vieux et donc qui ont connu et qui ont très bien connu ces années-là. Donc, j'ai l'impression d'avoir vraiment entendu parler de ces années-là constamment. Après, c'était une simplicité, c'est un petit peu reproduire ce qu'on était à cette époque. Surtout que ça rejoint en fait cette idée qu'on s'est tous posée, à savoir qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à cette époque-là. Justement, alors, en 2008, on a eu le journal d'un ingénu. En fait, ça se suffisait par lui-même en tant que lecteur, pour les lecteurs qui l'ont eu à l'époque. On était vraiment dans un Spirou part, le format du one-shot. Voilà. Et là, maintenant, on découvre cette suite, et qui n'est pas une petite suite. Oui, je me suis dit, en fait, c'est pareil, c'est l'éditeur qui est revenu vers moi en me disant, tu sais, les one-shots, c'est un peu terminé, finalement, on a une liberté totale. Si tu as autre chose à dire sur Spirou, allons-y, te gêne pas. Et c'est là que je me suis dit, ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose à dire. Le premier album, c'est l'éveil. Maintenant, c'est toute la construction dont je parlais tout à l'heure. La véritable histoire, elle arrive par la suite, quoi. Et c'est, on parle de 4 albums, mais c'est 4 albums de fait, mais en fait, c'est une histoire de 330 pages, quoi, qui a été, que j'ai divisé en chapitres et qui sont devenus des albums. Mais c'est juste une histoire, quoi, au départ. Donc, c'est une grande histoire, mais qui, à mon avis, supplante la première, quoi. Parce que là, j'avais matière à... il y a beaucoup de choses à raconter. Voilà. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont abordés, des thèmes sociologiques, des thèmes politiques. Il y a des réflexions. On remarque une chose, c'est que le Spirou, même s'il y a quelques mois qui officiellement séparent le tome 1 de la tome 2, on est sur un Spirou plus mûr. Même physiquement. Oui, normal, il a grandi. Il a grandi de quelques mois, mais en fait,
il est quand même effectivement beaucoup plus conscient de ce qui se passe. Ben, c'est de fait, puisqu'il a une copine, en fait, il est amoureux d'une fille qu'il a éveillée, et d'ailleurs ça va être la seule fille en fait, de sa vie. C'était une façon aussi d'expliquer pourquoi il n'y a pas de fille en fait, dans Spirou Fantasio, parce qu'il n'y en a qu'une en fait, et c'est elle. Et il est très inquiet pour elle, parce qu'il se trouve qu'elle est juive et communiste, et qu'elle est aux mains des nazis. Alors évidemment, il y a un problème, quoi. Spirou réfléchit, et à partir de là, oui, ça donne une personne un petit peu plus mature, quoi. Mais il reste quand même encore très très innocent par rapport à toute cette brutalité qui va arriver, en fait, parce que même les gens à l'époque n'étaient pas, à part ceux qui comprenaient bien en fait ce qu'était le nazisme, la plupart des gens ont laissé faire, on se sont dit bon c'est peut-être un moindre mal, enfin bon bref on n'avait pas vraiment conscience de ce qu'était en fait ce régime. Et alors c'est pas un album sur les nazis par eux-mêmes, puisque déjà un aspect graphique en tout cas pour la première partie de cet espoir malgré tout, c'est que les occupants allemands sont représentés sans avoir de forme civile. On en parle, ils ne parlent avec personne, ils ne communiquent avec personne. Ouais. Ce sont des ombres. Oui. On est sur effectivement des silhouettes sombres. Et en fait, toute l'interaction des héros et des personnages est avec des gens de la population belge. Oui. Donc c'est plus un rapport, non pas avec l'occupant, mais avec les occupés. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu illustrer graphiquement le sentiment des gens de cette époque. Tout gamin, déjà, comme j'ai été très intéressé par cette période, chaque fois que je rencontrais quelqu'un susceptible d'avoir vécu cette période, je lui posais des questions à savoir comment c'était passé, qu'est-ce qu'ils avaient vécu. J'ai même rencontré en fait, des gens qui n'ont jamais vu d'Allemande pendant toute l'occupation, parce qu'ils étaient dans la campagne paumés, mais qui sentaient en fait une chape de plomb. À travers en fait ce traité comme ça charbonneux, c'est ça que ça évoque l'armée allemande. Je la traite en fait comme le matériel allemand. C'est une mécanique, c'est un rouleau compresseur. C'est pas, je vais pas humaniser le nazisme. Sans automatiquement l'humaniser, c'est qu'effectivement, on a l'impression que c'est pas eux les sujets de l'histoire. Ben non, parce que le sujet c'est nous. Et c'était une façon de dire, voilà, c'est pas stigmatiser le nazi, stigmatiser les Boches, les Allemands, non, c'est un problème beaucoup plus profond. Ouais. Il faut aller chercher en fait ce mal ailleurs sans doute, et rien de tel que de le chercher en nous-mêmes, quoi. Aller voir en fait ce mal qui est là. Je pense que n'importe lequel d'entre nous serait né en fait dans les années 20, 30 en Allemagne, dans ces années-là, il aurait suivi le mouvement comme les autres, quoi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et donc c'est cette introspection que je me suis mise en tête de mettre en avant, de dévoiler. À travers deux personnages, Spirou d'un côté, Fantasio de l'autre. Le côté Spirou qui est quand même très méfiant et qui a une vision négative de la compréhension de ce que c'est que le nazisme, etc. Et puis de côté Fantasio qui, eux, ont tendance à vivre ça selon les événements et qui finalement partent du principe que rien n'est réellement important, ou voire même qui partagent les idées de la collaboration. Non, il ne partage pas d'idées, Fantasio. Oui. Fantasio, c'est un impulsif. Je le définis comme un artiste, en fait. Vous voyez, ce côté auto-centré. Quand même, il a un grand cœur. Il est généreux, en fait, même si des fois, quand il a faim, il préfère manger avant les autres. Mais bon, s'il a des petites pulsions comme ça, hein, mais qui sont, je ne sais pas si, justement, c'est intéressant. On ne sait pas si c'est de l'ordre de l'humain ou de l'animal, mais il a un bon fond. Ça crée une dualité avec le Spirou qui a des valeurs et qui est très vertueux. Et bon, bah, ils s'aiment bien quand même, ils sont amis, mais l'autre, il est incontrôlable et ça crée des situations toujours rigolotes, quoi. Il y a ça aussi, quoi. Mais il fait toujours les mauvais choix. Bah, on verra. A posteriori. Oui. Une vision en plus, c'est ça le truc, c'est que effectivement, c'est que moi cet album, je le place vraiment. Quand j'écris cet album, je suis en 1940. Je ne sais pas qui sont vraiment les Allemands. Il y a un ordre nouveau qui s'installe, un nouveau régime qui allait apporter, socialement, apparemment, une égalité. Et puis voilà, c'est un nouvel homme. C'est peut-être un projet positif si on ne perçoit pas en fait, si on n'a pas vraiment une conscience philosophique de ce qu'est en fait une dictature. C'est un petit peu ce que pensait la majorité de la population. En France, la plupart des gens se sont remis à Pétain. Oui, il y a des gens qui en 1944 ont crié Vive Pétain à Paris quand Pétain est venu à Paris, et puis qui 2 mois plus tard, on dit Vive De Gaulle, et c'est les mêmes. Oui. Et on va dire avec la même
la même approche personnelle. Oui, parce qu'il y a le côté paternel, la paternité. On a besoin d'un leader. On cherche à être sauvé, à être rassuré en fait, dans des moments de crise pareils, quoi. Comme il se passe aujourd'hui d'ailleurs dans tous ces pays où tout le monde attend un homme fort. Dès qu'il y a une crise, on attend vraiment une sorte de messie. Bon, c'est terrifiant, ça veut dire qu'en fait, la plupart des gens ne sont pas encore vraiment épanouis. Enfin, en fait, ça manque beaucoup de libre arbitre. C'est ça qui est terrible. Et on a toujours besoin en fait, d'avoir des leaders et des gens qui s'en remettent. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que Fantasio, il s'accommode en fait de l'occupation allemande, mais tout le monde s'en accommodait en fait. Et la plupart des gens, enfin à part ceux encore une fois qui avaient une certaine conscience, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils se ressentaient à cette époque-là, c'était la faim, hein, c'est tout, la faim et la peur. Alors il y a un personnage qui est très particulier. En tout cas, il est très important pour cette première partie, c'est Anselme, car c'est un personnage qui est à la campagne, c'est un fermier, et justement, c'est le seul personnage qui a un vrai discours, presque un discours moderne. Il a un discours, il a une vision avec beaucoup de recul de cette époque-là. Est-ce que quelque part, c'est un peu vous, Anselme, cette vision aujourd'hui de cette période, de cette époque-là? Alors c'est peut-être moi aujourd'hui, mais c'est plus tous les gens que j'ai rencontrés. On se construit avec les autres. Donc il faut aller vers les autres, il faut les rencontrer, il faut les écouter. De temps en temps, on tombe sur des gens comme ça, fantastiques, qui vous aident à vous construire. On peut penser que c'est un personnage anachronique, effectivement, parce qu'il a vraiment énormément de recul surtout. Mais je raconte aussi que c'est quelqu'un qui a été tellement perturbé par la Première Guerre mondiale, il a cherché à voir le monde différemment, à s'éduquer différemment. L'enseignement, ou alors les idées préconçues, la religion, on peut tout remettre en cause si le résultat c'est ça, c'est un massacre. Non, c'est pas possible. Ce personnage incarne ce recul qu'il faut avoir. Attention, ce que tu viens de dire, finalement c'est un a priori. Prends du recul, ouvre-toi, vois les choses différemment. Et même si on a du mal, parce qu'on a un peu d'orgueil, après, avec le recul, on se dit toujours ah oui, ces gens-là ont raison, ils ont toujours eu raison. C'est très drôle de la façon que vous avez eu de le représenter. Ça aurait pu être un intellectuel, un universitaire, etc. Là, vous avez choisi d'en faire quelqu'un qui vit à la campagne, qui n'est pas dans la folie citadine. C'est un intellectuel fermier. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui a un rapport à la terre. Oui, mais c'est quelqu'un qui a un rapport à la terre, il a un rapport simple à la vie. Bon, après, il ne fait pas du tout de cours d'écologie. D'ailleurs, il y a un truc qui moi m'amuse quand on le traite on le traite. C'est pas un gros mot, mais il y a un type qui lui dit mais vous avez des idées bolcheviques, ce sont des idées bolcheviques. A-t-on déjà vu un paysan communiste? Parce qu'il a un rapport aussi à la propriété. Mais voilà quoi, moi justement, j'ai connu en fait pas mal de gens, d'ailleurs j'ai des amis en fait qui sont aussi agriculteurs et qui ont ce discours, qui n'ont pas un discours de production ni rien de tout ça, qui a un rapport humain où ils savent où ils se placent eux aussi dans leur environnement. Ils ont un rapport sain à la vie. Peut-être ça que je veux raconter, j'en sais rien. Alors là, on parle alors peut-être que ça va évoluer, mais en tout cas là, on parle de l'occupation en Belgique, avec des thèmes qui sont vraiment belges aussi, entre autres sur les problèmes linguistiques, en tout cas au moins communautaires. Entre les Flamands et les Wallons. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés politiques belges. Est-ce que ce n'est pas un sujet sensible pour un auteur français? En fait, moi, ce qui m'intéressait à travers la Belgique, c'est le côté universel. C'est-à-dire que ici, par exemple en France, on est souvent aveuglé par le patriotisme, par le roman national. On a l'impression que s'être battu pour la France, c'est quelque chose de grandiose, mais parce qu'il y a ce roman-là, on a l'impression que c'est la France éternelle dont parlait De Gaulle. La Belgique n'a pas eu le temps de construire son roman national. C'est un petit pays depuis 1830. Ils n'ont rien fait depuis, ils n'ont même pas un passé colonial. Ils ont une colonie, le Congo belge, mais c'est une colonie privée qui appartenait à Léopold III. Ils ne se considèrent pas comme un espèce de grand peuple parce qu'on leur a inculqué ça, pas du tout. Et du coup, ça reste un peuple très modeste et leur résistance, l'histoire de la résistance, de l'occupation, on va dire plutôt, de l'occupation en fait en Belgique, elle est très intéressante parce il y a eu vraiment en fait des réactions très très humaines
C'est-à-dire qu'en fait, la résistance n'était pas forcément une résistance politique, même si du patriotisme, il y en a eu aussi, bien sûr, en Belgique, bien sûr, et surtout dans ces années-là où c'était la grande mode, c'était ça, dans tous les pays, le patriotisme, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs, où ça revient, le nationalisme. Mais quelque part, non, ils ne pouvaient pas réellement se prendre au sérieux. Donc en fait, le commun des mortels avait plutôt un comportement vraiment humain, quoi. Bon, après, il y a eu des dérives terribles, hein, d'ailleurs, parce que ce qui s'est passé, parce que les nazis étaient là pour diviser aussi, hein, attention. Donc voilà, et quelque part, il y a une humanité qui se dégage de ça. Je raconte que c'est quand même incroyable que ce soit vraiment le seul pays où un train qui partait pour Auschwitz a été arrêté, en fait, où on a libéré les prisonniers, quoi. C'est énorme comme truc. Et quelque part, avec le recul, on se dit, est-ce que ça n'aurait pas pu se passer que là, finalement? Et ça, c'est cet aspect humaniste qui pour moi est en rapport avec Spirou. Donc c'est pas le Spirou belge que je mets en avant, mais c'est le Spirou universel, humaniste. Et c'est ça qui m'intéresse chez les Belges. C'est pour ça qu'ils se prennent pas au sérieux. C'est pour ça qu'il y a tout ce, je sais pas, le surréalisme aussi. Ils ont beaucoup de recul. Ils trouvent que tout ça est absurde. Et alors maintenant, donc la première partie vient de sortir, elle sort en octobre 2018. Qu'est-ce qu'on peut annoncer pour la suite Juste la suite, parce que comme je disais, pour moi c'est une histoire. Hein, il se trouve qu'elle était divisée en 4. Enfin, c'est moi-même qui s'apparaissait en 4 chapitres, mais c'est des chapitres qui ont un sens. À chaque fois, il s'agit d'un départ vers l'est, et ça se terminera comme ça. À chaque fois, un départ vers l'est et un début d'album en fait avec ce départ en fait qui est repris. Mais bon, maintenant, je continue à ancrer parce que tout est écrit de façon dessinée, hein, parce que moi, mon écriture de bande dessinée, c'est une écriture dessinée. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ça au propre. C'est-à-dire que j'en suis à l'étape, comme je dis souvent, ça fait rire, mais c'est une réalité. Hein, j'en suis à l'étape quand on faisait des dissertations, on avait nos brouillons là partout, et là, je suis en train de recopier au dernier moment. Je suis en train de mettre avec mon stylo plume, là, je recopie ma disserte pour que le prof puisse la lire. Et voilà, donc c'est plus le côté créatif, hein, c'est le côté artisanal, mais bon, c'est un côté amusant, moi j'aime bien. Bon, c'est pas aussi épanouissant que la création, quoi, mais bon, c'est une étape, c'est de la calligraphie, en fait. Le côté poser son pinceau, essayer de représenter des choses avec pas énormément de traits, et en ça, c'est amusant, quoi. Mais le côté vraiment créatif, il est derrière moi, quoi, parce que j'ai commencé cette histoire il y a quand même, j'ai commencé à écrire cette histoire il y a 5 ans maintenant, et voilà, quoi, il me reste maintenant encore 2 ans de travail pour finir les 3 albums qui restent. Donc ça va être c'est un énorme... Enfin, là, on est sur une œuvre, quelque part. Sur 8 ans, enfin, consacrer 8 ans de travail, enfin 8 ans de sa vie à un album. Oui, mais je ne savais pas au départ que ça allait faire autant de pages, hein, attention, parce que sinon, jamais je me serais lancé là-dedans. Mais après, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écrivais, en dessinant cet album, mon éditeur, lui, lisait, il suivait, et lui me disait, mais continue, moi je lis ça comme un roman. Alors vas-y, continue. Donc... comme il y avait énormément de choses à dire, hein, j'ai pas fait ça pour faire des pages. Hein, on m'a laissé vraiment cette liberté en fait de développer mon propos. Alors c'est génial, quoi. Et puis après on s'aperçoit que 7 années de sa vie ont passé, 7 ou 8. Mais bon, j'espère que ça n'aura pas été vain. C'est ça surtout. Donc là, on est donc sur le premier tome qui vient de sortir. Les 3 autres tomes donc, sont prévus jusqu'à 2021 ouais. à peu près. Voilà. Écoutez, merci Émile Bravo pour cette présentation, pour ces explications. On vous invite évidemment à découvrir cette seconde partie, cette première partie de la seconde partie pour cette longue aventure de Spirou qui effectivement nous annonce pas mal de choses à venir et tout un regard assez profond sur l'histoire. Merci.